Alors Patrick, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. c'est un grand plaisir pour moi. Alors, que dirais-tu si tu devais te présenter? C'est une très longue histoire. On a du temps. Disons que voilà, j'ai roulé ma bosse un peu partout. Et puis dans les années 80, j'ai commencé à peindre, vraiment pour mon plaisir, pour, euh, pour, pour voir ce que je pouvais faire avec d'abord des aquarelles. J'ai commencé avec du figuratif. Ça me plaisait, mais sans plus. J'ai travaillé pendant près de 2 ans. J'ai eu l'occasion de faire une ou deux expositions dans le cadre de l'exposition à Tourine-la-Grosse, dans le cadre de l'expo La Saint-Martin. Ça m'a permis de découvrir le monde de l'art. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens très intéressants, des peintres, des sculpteurs, qui m'ont un petit peu ouvert les yeux sur ce que je pouvais réaliser, Hmm. tout en étant dans le figuratif. Et puis l'abstrait, j'y connaissais rien, je ne le comprenais pas parce que je ne voulais pas le comprendre, mais on y reviendra peut-être par après. Hmm. C'est clair qu'une toile ne se regarde pas en passant. Une toile s'observe, une toile, il faut la garder pendant de longues minutes avant de pouvoir dire, voilà, je comprends ce que l'artiste a voulu exprimer dans son travail. Et puis bon, la vie a fait que j'ai abandonné parce que j'avais plus ni le temps, ni l'occasion, ni trop l'envie, parce que je dis, bon, le figuratif, c'est très bien, mais je m'ennuyais. Ouais. Donc voilà, j'ai continué à rouler ma bosse. Et il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré ma compagne donc ici sur Liège. Mhm. Sa maman était aquarelliste, de très grand talent. Et quelque part, ça m'a redonné goût à la peinture. Les quelques aquarelles que j'ai faites, bon, je les lui ai présentées. Elle m'a encouragé vraiment à retravailler. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'essayer avec d'autres médiums. Donc j'ai travaillé les pastels, j'ai essayé l'acrylique. Je ne tolère pas ce mot parce que je ne le maîtrise pas du tout. Hmm. Et puis je me suis mis à l'huile. Euh, Encore une fois, je suis reparti dans le figuratif, mais avec chaque fois une petite touche personnelle qui, qui exprimait vraiment le chemin que j'ai parcouru par après, dans le sens où, bon, ben, dans les premières œuvres à l'huile, j'avais pas mal de formes ovoïdes. Pourquoi? Je ne sais pas. Je travaillais fort le thème de la vie et la mort, ce que je continue à faire actuellement. Jusqu'au jour où une amie je suis biker, une amie qui roulait beaucoup avec moi en moto, euh, a disparu. Et le lendemain de son décès, j'ai pris une toile, j'ai pris un fusain, j'ai fait une toile en 2 heures de temps. Cette toile a été primée partout, elle a été exposée partout. Pour moi, c'était ma master. J'ai eu la chance de la vendre à une dame qui est une propriété, c'est une Belge, mais qui a une propriété en Ardèche, à Vagnas. Et elle m'a montré une photo de cette toile dans son intérieur. Et quand je vois cette photo, ça me fait très très chaud au cœur, parce que bon, voilà, c'était ma pièce maîtresse, quoi. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, j'ai rencontré beaucoup d'autres artistes. J'ai observé leur façon de travailler jusqu'au jour où je suis tombé sur Jean-Luc Doche, qui est un ami et qui est un aquarelliste de grand talent. Et en voyant son travail, aussi bien en figuratif qu'en abstrait, j'ai découvert plein de sensations
des effets qu'il pouvait donner sur son papier. Et en discutant avec lui, je lui ai posé la question. Je dis, ça me plairait bien de travailler comme ça, mais à l'huile. Et il m'a dit, c'est tout à fait impossible. Alors bon, moi, impossible, ça marche pas, quoi. J'ai commencé à bosser. J'ai gaspillé, entre guillemets, une 50aine de toiles, dans le sens où je cherchais. Je mettrais trop de médium, trop de couleurs, trop de sécatifs. Je cherchais. J'ai mis 2 ans et demi avant de dire, voilà, là je commence à maîtriser un peu le truc. Et j'ai eu vraiment ce déclic lors de l'élaboration de 12, 13, 14, une série de 12, 13, 14 œuvres. C'était un bête tracé au fusain qui représentait des corps. Et en mettant mes pigments à l'intérieur des corps, j'ai vu les effets qui commençaient à se créer. Et de là, j'ai continué à travailler, parce que ça, c'est le secret de la réussite. Et je continue à travailler parce que je cherche tout le temps. Et quelque part, je me suis dit, bon, ben voilà, ça va, j'ai cerné la façon dont je veux faire mes toiles. Et j'ai développé ça sous des plus grands formats, etc. Et j'ai toute une série que je continue à travailler parce que c'est tout à fait abstrait, mais quelque part, comme je disais là tout de suite, chaque personne perçoit quelque chose de différent en observant le travail. De là, ben voilà, j'ai fait pas mal d'expos quand même. Le nombre, je ne sais pas, c'est incalculable. Jusqu'au jour où j'ai eu un choix à faire. Je travaillais à l'époque dans l'ORECA, j'étais maître d'hôtel pour des traiteurs. Et j'ai des petits problèmes d'artère, donc j'ai dû faire un choix. Voilà, soit je continue à bosser en ayant mal aux jambes, soit je me lance complètement dans la peinture. J'ai fait ce choix-là, je ne le regrette pas du tout. C'est clair que je gagnais beaucoup mieux ma vie avant que maintenant, mais voilà, c'est un choix et je l'assume complètement parce que c'est quelque chose que j'ai en moi. Et dans mon travail, c'est un lâcher-prise. Quand je viens ici à l'atelier, je suis dans une bulle, carrément. Même maintenant, au cours de l'interview, je me sens... Déjà dans ce bâtiment, il y a une âme, ça c'est indéniable, mais malgré tout, voilà, je me sens bien, je suis détendu, je ne m'énerve pas. Que dans la vie courante, ben, c'est vrai que je suis plutôt nerveux parce que ben, voilà, ça fait que ici dans l'atelier, on organise pas mal d'événements, des portes ouvertes, des symposiums. Il y a un gros truc, je vais peut-être en parler tout à l'heure, ça se passera au mois de mai. Ça s'appelle We Love Art in Europe. C'est un beau projet qui existe depuis maintenant 4 ans. Et voilà, donc au fil du temps, je me suis aperçu que mon travail prenait de plus en plus d'ampleur dans ma vie. Et d'un autre côté, j'ai voulu ne pas stagner dans cette façon de travailler pour ne pas lasser les gens non plus. Donc, quelque part, j'ai intégré dans les fonds de mes toiles, j'ai intégré des petits personnages, des silhouettes, toujours sous le thème de la vie et la mort, dans le sens où on découvre pas mal de formes ovoïdes, où parfois il n'y a rien, parfois il y a une silhouette, avec d'autres silhouettes qui attendent, mais qui attendent quoi? Le fait de partir ou le fait d'un monde meilleur. Il y a toujours le travail de l'ombre et de la lumière aussi dans mes toiles, parce que, voilà, quelque part, il y a un chemin à découvrir. Ça, c'est en gros. Tu étais justement en train d'en parler. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'endroit où nous sommes, justement? La poterie, c'est un endroit magique. Ouais. À l'époque, donc il y a 5 ans, on a fêté l'anniversaire de la poterie ce week-end-ci. Et donc quand j'ai recommencé à peindre,
J'habitais encore en appartement. Et bon, tant que je travaillais sur chevalet, ça allait. Mais dès que je me suis lancé dans l'abstrait, avec la méthode que j'ai mise au point, il faut impérativement que je travaille au sol. Donc c'était très courant de rentrer chez moi dans le living et de trouver 7, 8, 9, 10 toiles qui séchaient à terre. J'ai une compagne qui est très très conciliante, heureusement. Par contre, les plantes, elles appréciaient moins, les tentures, elles appréciaient moins. Donc voilà, j'étais à la recherche d'un atelier sur Liège, ou bien c'était hors de prix, ou bien ça ne convenait pas, c'était trop petit, aussi ou ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mathieu, qui est un artiste également, qui est mon collègue. Et je lui en avais fait part. Je dis, écoute, si jamais tu entends parler d'un atelier, et un jour il m'a téléphoné, il dit, écoute, il y a un atelier à louer à Bénin, c'est une ancienne poterie. Je dis, écoute, moi, il y a 50 km, je dis, c'est un peu loin, en hiver, les déplacements. Et puis bon, j'ai laissé tomber l'idée, jusqu'au jour où ma compagne m'a quand même fait bien comprendre que ça commençait à dépasser les limites. J'ai retéléphoné à Marc Mathieu, je lui ai dit, voilà, écoute, est-ce que l'atelier est toujours à louer? Oui, ok. Je dis, bon, ben, on va aller voir. J'ai poussé la porte de cette bâtisse et directement j'ai dit, oui, on prend. Parce que c'est un endroit magique, c'est une ancienne poterie qui existe depuis les années 50, je crois. Le potier est décédé, malheureusement. La petite fille a repris le flambeau, donc elle a réaménagé l'atelier de poterie, il y a encore les fours et tout. Puis elle a eu un accident à la main, bon, c'est un petit peu assagi, je vais dire, elle avait arrêté. Et puis quand elle a vu que nous, on y mettait du nôtre pour faire revivre l'endroit, elle a recommencé à travailler. Mais maintenant, elle fait des stages régulièrement. Donc voilà, on travaille main dans la main. Et nous, ce qu'on fait, une fois par mois, on ouvre les portes de l'atelier, on invite, au départ c'était 2, 3, 4 artistes. Maintenant, voilà, on doit se limiter à 10, 12 artistes maximum, surtout en hiver. En été, ça peut encore se négocier dans le sens où il y a un très grand terrain où on peut planter une tonnelle, on peut planter des chapiteaux, donc ça on s'en sert quand on fait nos gros événements. On est entouré de bestioles, il y a des chèvres, il y a des lapins, il y a un cheval, c'est vraiment le calme plat, c'est un endroit idyllique, surtout pour travailler. Et je dis, quand je viens ici, moi je suis dans ma bulle, il n'y a absolument rien qui... Alors quand je commence à travailler, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est magique. C'est en ça que tu dis qu'il a une âme, cet endroit? Dans quel sens? Oui, parce que tu disais que pour toi, c'est un endroit qui a une âme. Oui, tout à fait, ça se ressent. Ouais. Dans le sens où les gens qui viennent ici, qui ne connaissent pas, même des visiteurs, parce que bon, quand on fait les portes ouvertes, on essaye d'avoir un maximum de visiteurs qui viennent observer le travail des artistes qui sont présents. Donc, ils accrochent 5-6 toiles suivant les formats et ils travaillent devant le public. Donc, on ressent aussi bien de la part des artistes que des visiteurs. Régulièrement, on a des réactions de « Oh, on est bien ici, on n'a pas envie de partir ». J'ai eu, il y a quelques mois, l'épouse d'un journaliste qui était venu faire un petit reportage sur la poterie. Et cette dame, quand le reportage était terminé, elle s'est installée, elle a dit, moi j'ai plus envie de partir, j'ai envie d'habiter ici, quoi, tellement c'est prenant, quoi. Alors bon, en hiver, on fait des gros feux de bois, il y a une ambiance aussi, parce qu'il y a toujours l'un ou l'autre instrument de musique, une guitare, un djembé, n'importe quoi, on se fait des jams, et voilà, c'est l'ambiance de la poterie, c'est l'ambiance des artistes. Ça grouille de vie. Complètement, complètement. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview? Franchement, je vais dire, moi mon but c'est de me faire connaître. J'ai pas la grosse tête, loin de là, mais quelque part,
au plus on se montre, que ce soit dans les expositions, que ce soit dans des festivals, que ce soit des expos collectives ou n'importe quoi, au plus on parle d'un artiste, ben, au plus de chances il a de se faire connaître. Et c'est le but de chacun. Moi, ça me fait rigoler parce que j'ai parfois des gens qui disent « Oui, je peins, et je travaille. » Oui, et tu exposes où, quand, comment? « Ah, mais j'expose pas, je laisse mes toiles chez moi. » Ça sert à quoi? Bon, d'accord, il prend son pied, il fait son travail, mais quelque part, ben, alors, on me fait des réflexions, oui, mais je vends pas. Mais non, mais tu t'exposes pas. Donc quelque part, voilà, il faut bouger. J'ai exposé en France, en Belgique plus qu'à mon tour, en Suisse, dernièrement au Kosovo, on a eu un contact, parce que bon, on va pas toujours sur place, mais on envoie des toiles. Là maintenant, j'ai une proposition du côté d'Orléans. Je vais à Dieppe fin de l'année. Donc, il faut voyager, il faut pas rester sur place. Un truc que j'aime bien faire quand je fais une expo, par exemple, c'est faire du live painting. Donc, de un, ça met de l'animation, et encore une fois, ben, ça fait découvrir une façon de travailler. En fait, tu soutiens l'idée d'exposer pour provoquer un peu de la rencontre. Tout à fait. Ah oui, oui. Et ici, bon, le leitmotiv à la poterie, c'est le partage. Ouais. Parce que, ben voilà, les gens qui viennent exposer ici, ils ont chacun leur façon de travailler, chacun leur façon de voir les choses, mais il y a des échanges qui se créent. Aussi bien que ce soit un pastelliste ou un aquarelliste ou quelqu'un qui travaille à l'acrylique ou à l'huile ou n'importe quoi, qui fait du figuratif, qui fait de l'abstrait, ben voilà, ils se parlent. Et souvent, non, les quelques fois que c'est arrivé, des gens disent « je voudrais bien venir, mais je n'ose pas parce que c'est la première fois, je n'ai jamais fait. » Bon, ok, pas de problème, c'est cool. Il n'y a personne qui va critiquer le travail de quelqu'un. On va donner des conseils en disant « Bon, oui, ça va, mais moi je ferai comme ça. Bon, t'en fais ce que tu veux, quoi. Ou tu l'appliques ou tu l'appliques pas. » Et voilà, c'est une routine qui s'est installée et tout le monde, quand ils viennent ici, bah, tout le monde est au courant et ça se passe toujours bien. Je n'ai pas un artiste jusqu'à présent, depuis 5 ans, qui en étant venu ici, dit « Ah non, moi je ne vais plus parce que telle ou telle raison. » Non, ils reviennent, ils demandent chaque fois pour revenir. Au-delà du choix que peuvent avoir certaines personnes, effectivement, à faire des créations chez elles et qui n'ont pas forcément envie d'exposer, tu sens aussi des profils de personnes qui, il suffirait de pas grand-chose pour qu'elles exposent, mais tu constates qu'il peut y avoir un manque de confiance en soi, par exemple? Tout à fait. Ouais. Et il manque parfois le déclic pour pouvoir dire, ben voilà, ça m'arrive couramment, des gens qui n'ont jamais exposé, qui m'en parlent, mais je dis voilà, on a un événement là la semaine prochaine, viens avec. Et de fil en aiguille, ils rentrent dans le circuit et jusqu'à présent, je dis, il n'y a personne qui a été négatif en disant non, je ne suis pas plus, que du contraire. Alors, tu commences un petit peu à en parler dans ta présentation, effectivement, formelle, on va dire, à travers tes sites internet. Tu te définis comme artiste expressionniste abstrait, Oui. partisan de l'action painting. Quel sens ont ces mots pour toi? Mon idole, c'est Pollock. Ouais. Donc, c'est le précurseur de l'action painting. C'est lui qui a inventé le dripping, qui est le fait de danser autour de son œuvre. Et c'est un lâcher-prise. Il lâche ses couleurs. Et j'ai vu pas mal de reportages sur la vie de Pollock. Quand on voit ce gars travailler, c'est une magie. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans son travail. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent quand ils voient de l'abstrait,
c'est bien réfléchi. Ce ne sont pas des jets de peinture. Souvent, on dit, quand on voit des gens qui découvrent l'abstrait ou qui ne connaissent pas l'abstrait, oui, c'est des taches. Non, ce ne sont pas des taches. Il y a tout un travail là derrière parce que, ben voilà, il y a déjà le choix des couleurs, il y a le choix du support. Tout ça, c'est différent. Tout peut varier à ce niveau-là. Donc voilà, l'action painting, pour moi, c'est un véritable lâcher-prise. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ton site, au niveau de la présentation qui est faite de ton travail, il est indiqué que chaque détail superflu des créations se veut éliminer pour privilégier matière, médium et couleur. Donc cela reste propre à chacun, mais comme toi dans ton univers, tu fais cette délicate distinction entre le superflu et le non superflu. Ouais. Quel sens ça a pour toi dans ton univers? C'est le positif, le négatif, la vie, la mort. Ma façon de travailler est très particulière dans le sens où, voilà, c'est pas un secret. Quand je travaille, j'étale ma toile, j'étale de l'huile de lin dessus. Je fais ma petite cuisine au niveau des couleurs. Je mélange avec un sécatif. Je rajoute parfois un peu d'huile de lin pour voir, suivant les effets que je veux trouver. Et puis, il y a ce fameux lâcher-prise. Au moment où j'étale ma peinture sur ma toile, là, c'est plus moi qui travaille, c'est la matière, c'est la toile, c'est les couleurs qui se mélangent. Donc les effets commencent à ressortir. Curieusement, je vais commencer une toile à 14 heures, à 15 heures, je viens voir ce que j'ai fait, c'est complètement différent. Parfois, c'est un peu frustrant parce que j'obtiens dès le départ des effets super. Et puis une heure après, ben, ces effets sont estompés par le travail justement de la matière. Tout dépend de l'inclinaison du sol, de la tension de la toile, de la quantité d'huile de lin que j'ai rajoutée. Voilà, ça c'est en gros. Et le superflu, quelque part, au départ de ma recherche, je mettais beaucoup trop de matière, beaucoup trop de couleurs. Il y avait trop de mélange de couleurs, par exemple. Et oui, j'obtenais les effets, mais pour moi, c'était trop chargé. Donc, j'ai préféré, quelque part, éliminer tout ce qui était superflu pour arriver à un résultat beaucoup plus neutre, beaucoup plus diffus. Et voilà, c'est un petit peu le résultat des recherches. Alors, il est question aussi dans ta présentation de formuler un peu les mots autour du fait de partir de rien pour arriver à un tout et rendre visible l'invisible. Tout à fait. Justement, c'est ce que je venais d'exprimer, dans le sens où, à partir du moment où je pars de rien, donc je jette ma couleur sur la toile, je la travaille, suivant le laps de temps, je vais dire, ça peut parfois prendre toute une journée, rien que de bouger la toile pour donner des effets, pour créer de nouveaux effets. Ça m'est arrivé souvent, même encore maintenant. Je n'obtiens pas ce que je veux, je soulève ma toile, je la mets à la verticale, ça me fait un fond, mais je peux le retravailler. Donc je repars avec d'autres couleurs éventuellement pour refaire une nouvelle œuvre. Et ça, c'est l'avantage de la technique que j'ai mis au point, parce que je pars de rien pour arriver à un résultat, donc le tout. Et rendre visible l'invisible, voilà, encore une fois, j'ai des toiles qui ont été faites il y a 4, 5 ans, 6 ans, que des gens découvrent maintenant et qui me disent « Ah, moi je vois ça ». Et moi j'ai interprété ça totalement différemment
parce que je voyais autre chose. Donc, rendre visible l'invisible, moi j'ai un bonheur fou quand quelqu'un me dit « Ah, regarde dans ta toile, moi je vois un personnage ou je vois un animal. » Et puis j'observe. Et oui, effectivement, tiens, mais moi j'avais vu autre chose. Voilà, ça c'est rendre visible l'invisible. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, je crois que c'était une des phrases de Picasso, mais je ne lui ai pas piqué. Hein. Je ne sais plus si c'était rendre visible l'invisible ou le contraire. Parce que le contraire peut s'appliquer aussi. Hein. Comment ton parcours de vie, justement, influence ton style? Euh, tout ce qui peut être de l'ordre des thématiques, dépeintes dans tes toiles, ce qui peut revenir souvent, notamment à la question de ces silhouettes. Comment ton parcours de vie influence un peu au jour le jour ce que tu fais? C'est suivant mon humeur. Ouais. Quand j'élabore une toile, je vais pas dire si je suis de mauvaise humeur ou de bonne humeur, c'est pas ça, mais c'est suivant mon ressenti. Au moment où je dépose mes couleurs, déjà il y a le choix des couleurs. Si je travaille fort dans le sombre, quelque part on va dire, j'ai pas les idées noires, mais je suis pas je pète pas de joie, quoi. Par contre, si je vais travailler des couleurs plus gaies, là c'est différent. Mais chaque fois, je vais commencer une toile aujourd'hui dans les tons sombres, je sais pas, je vais partir avec du gris de peine, des trucs comme ça. Si ça tombe, dans 2-3 jours, je vais revenir et dans ce que j'ai fait, dans le travail que j'ai fait aujourd'hui, je vais intégrer d'autres couleurs qui seront plus gaies et qui vont rendre d'autres aspects qui vont illuminer la toile. Je peux très bien travailler rien que le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Ça, c'est un petit peu, voilà, justement, au fil, entre guillemets, au fil de mes humeurs. Et alors justement, c'est quelque chose qui effectivement revient souvent dans tes toiles. Ces silhouettes, comment tu les décrirais? Quelle place elles ont pour toi dans ta créativité? Quelque part, c'est une vision du monde. J'ai une très très mauvaise approche avec la société, dans le sens où j'aime pas trop comme on vit pour le moment. Plutôt comme on survit. Donc, quelque part, voilà, ces silhouettes, comme je disais là tout de suite, ce sont des formes éthérées qui attendent des jours meilleurs. Ouais. Soit elles attendent, soit elles vont partir dans les formes ovoïdes vers un monde meilleur. Parce que, sur certaines œuvres, on voit franchement cette envie d'aller vers le meilleur. C'est une question personnelle et tu me dis si c'est une question qui te dérange, mais est-ce que tu crois en une vie après la mort? Oui. Ouais. Oui. Parce que curieusement, depuis que j'ai commencé ce travail de silhouette, j'ai énormément de gens qui sont venus en me posant la question, voilà, pourquoi? Et curieusement, il y a énormément de gens qui ont vécu la mort clinique et qui sont attirés justement par cette forme. Et dernièrement, j'ai une dame qui est venue, et il y avait une toile qui était exposée là sur le chevalet, elle est rentrée. Quand j'ai parlé avec elle, elle avait les larmes aux yeux. J'étais très ennuyé parce que c'était pas le but. Et je lui ai demandé, je dis mais excusez-moi, mais votre réaction, c'est le fait que vous avez vécu ça. Et elle m'a dit oui, complètement. Donc c'est courant, plus courant qu'on ne pense.
Je ne savais pas, enfin je ne me rendais pas compte que beaucoup de gens ont vécu la mort clinique et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, bon, le voyage qu'il raconte, ben, c'est mes toiles. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, je ne l'ai jamais vécu. Mais voilà, quand il se retrouve dans un chemin de lumière, de personnages qui sont autour d'eux, sans savoir qui c'est des ombres. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oui, j'allais te demander qu'est-ce que pour toi ça pourrait vouloir dire justement ces messages-là, parce on est vraiment dans quelque chose à la fois d'une espèce d'inquiétante étrangeté, en même Oui. temps d'une inquiétante familiarité. C'est vrai que ça développe des choses fortes des fois chez les gens qui, Oui, dans leur conception aussi du monde, hein, et peut-être dans une conception d'un monde invisible. il faut y croire. Ouais. Moi, je ne crois en rien. Euh, je crois en moi, c'est déjà pas mal. Quoique, parfois, je me pose des questions. Mais quelque part, il y a quelque chose après. Parce que c'est pas possible que des gens qui ont vécu la mort clinique puissent raconter. C'est pas réel. Ce qu'ils racontent n'est pas réel. Et moi, je l'interprète sur ma toile comme moi je pourrais le ressentir si ça devait m'arriver. Hmm. Dis-moi si je dis une bêtise, depuis les années 80, tu as réalisé pas loin de 200 toiles, Oui, je crois même plus. plus. Comment tu regardes ton parcours aujourd'hui? Euh, Quelque part, je me remets toujours en question parce que, voilà, c'est ce que je dis, j'ai pas complètement abandonné le figuratif parce que ça m'arrive encore de temps en temps en hiver quand il fait trop froid, je viens pas à l'atelier, bah, je travaille un peu des pastels, je travaille un peu d'aquarelle ou même des huiles à la maison. Euh, mais ça m'emballe pas. Là, je passe mon temps. Plutôt que de jouer sur un ordinateur, ben, j'aime autant peindre, c'est plus mon trip. Et quelque part, ben, dans le travail que j'ai maintenant, je dis c'est toujours une recherche pour améliorer, pour aller chercher autre chose. Bon, là, j'ai deux façons de travailler, mais mon abstrait total, je vais dire, c'est ce qui me plaît. Les formes filiformes, c'est bien, c'est les silhouettes, c'est très bien, c'est la même technique, mais j'appelle ça ma tartine. Pourquoi? Parce que ça se vend plus facilement qu'une œuvre abstraite totale. C'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, ou des fois ça peut te peiner que justement ce Non. soit devenu entre guillemets une tartine Oui, ça, à ce niveau-là, je me sens bien parce que j'ai ma technique, mais le fait de rajouter parfois des formes, c'est pas ce qu'il faut. Sauf parfois, bon, comme là tantôt, ben, il y a 3 nouvelles toiles que j'ai faites le week-end passé. Il y en a une, je la regardais, je dis tiens, ça on dirait une grosse vague, je vois bien des petits personnages là-dedans, mais très diffus quoi. Ça ne doit pas être, je ne veux pas en faire une œuvre figurative. Hein. Mm. Mais je vais dire en général, moi je préfère quand je peux me lâcher. Là je pars dimanche, je vais à Saint-Quirin. Euh, je fais un live painting, c'est un truc génial. Euh, je vais m'amuser pendant 2 heures parce que ben voilà, je vais pouvoir présenter mon travail et je ne sais pas ce que je vais faire. C'est, c'est la découverte, c'est partir de rien pour arriver à un tout. Euh, pourquoi ou pour qui peins-tu? D'abord pour moi.
D'abord pour moi parce que je me fais plaisir. C'est quelque part, c'est une façon d'exprimer mes ressentis. Pourquoi? Oui, voilà, parce que j'aime ça. Pour qui? Pour moi. C'est... Et peut-être pour le public qui achète l'étoile. Que dépose-t-on lorsque l'on crée? Son ressenti et son âme, complètement. Même en figuratif, je vais dire, parce que les gens qui ont fait du travail figuratif ont tous une façon personnelle et différente de travailler. Je vais peindre un arbre, un autre artiste va peindre le même arbre, ce sera deux œuvres tout à fait différentes, parce qu'il y a autre chose, il y a la vision du modèle, donc il y a l'approche des couleurs aussi. Je peux très bien peindre un arbre bleu, suivant l'envie. Et demain, je vais peindre le même arbre en rouge. Parce que, ben voilà, j'ai cette vision-là. C'est pour ça que ça m'emmerde de faire du figuratif, parce que je regarde là à l'extérieur, je vois des arbres. Oui, je vais les peindre exactement avec les mêmes couleurs, les mêmes formes, etc. Je n'en retire rien. Alors autant prendre une photo du truc et voilà. Oui, sauf le plaisir d'avoir pu l'élaborer, mais sans plus, quoi. Et justement, de manière plus générale, qu'est-ce que représente l'art pour toi? Une façon de s'exprimer, que ce soit non seulement dans la peinture, hein, ça peut être dans la danse, dans le cinéma, dans le théâtre, dans tout ce qui est forme d'art, c'est une façon de s'exprimer. Il y a des écrivains, je prends la peinture, un gosse de 5 ans qui va faire un dessin de gosse de 5 ans, mais quelque part il a créé quelque chose. C'est une œuvre d'art. Même si c'est pas réussi, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose qu'il a eu envie de faire. Dessine-moi un mouton, ben voilà. Un gamin qui va prendre un crayon, qui va dessiner une maison, qui va dessiner un chemin, il va dessiner papa-maman. C'est ce qu'il a envie de sortir, parce que, ben voilà. Et quelque part, chez les enfants, c'est encore plus flagrant. Des gosses qui ont des problèmes ne vont jamais interpréter des dessins agréables à regarder. Il y aura toujours soit un démon, soit une sorcière. On va leur poser des questions en disant tiens, ça représente comme... Ah, ça c'est la vilaine sorcière. Ah, ça c'est... Voilà. Par contre, des enfants qui sont vraiment bien dans leur peau, ben oui, ils vont dessiner une maison, le soleil, la mer, les petits bateaux. Voilà. Et pour un adulte, quelque part, c'est pareil. Encore une fois, je reviens à ce que je disais là tout à l'heure, c'est suivant l'état d'esprit où on se trouve et qu'on a envie de dire, voilà, moi sur la toile, je mets ça, parce que j'ai ça en tête aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être mieux ou ce sera pire. Donc voilà, on ne peut pas le définir. Tout le monde a un potentiel artistique pour toi. Oui, complètement, complètement. Les gens qui disent je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas... Non, c'est pas vrai. Il faut essayer au départ. C'est clair qu'il y a des gens qui sont moins doués que d'autres, mais je suis persuadé que n'importe qui... J'ai ma compagne, c'est bête à dire. Je sais qu'elle a un don pour le dessin, elle ne veut pas l'appliquer. Donc, c'est une fille, quand elle est au téléphone, pendant 1 heure avec sa sœur, elle prend un crayon, elle commence à faire des trucs, mais c'est super. Et je lui dis, mais viens à l'atelier, viens passer une journée avec nous. Ouais, elle vient, mais tranquille, elle va jamais commencer à peindre ou quoi que ce soit. Ça, c'est parfois très frustrant d'avoir des gens qui ont du talent et qui
peuvent pas l'exprimer par timidité ou... Par contre, il y en a qui ne savent pas et qu'il faudrait un tout petit déclic pour dire, ben voilà, travaille comme ça, travaille comme ça, travaille comme ça. Il y a plein d'ateliers qui existent. Hein. Nous, ici, on donne pas... Enfin, moi, je fais des stages en abstrait, mais c'est différent. Mais il ne faut pas aller à l'académie pour pouvoir dire, voilà, je sais peindre. Non. Il y a plein d'ateliers qui sont des cours qui sont donnés par des artistes. Et voilà, il y a moyen de s'en sortir avec ça. Tu penses justement que ce qui fait que des fois, il y a des gens qui peuvent complexer par rapport à leur création, c'est parce que des fois, il y aurait cette espèce de hiérarchie entre guillemets du talent, tu vois, et qui fait qu'il y en a certains qui ne se lancent pas parce que ils ont peur de ne pas avoir de savoir ou parce qu'ils peuvent se dire qu'est-ce que ma créativité vaut par rapport à plein de gens connus, plein de gens qui ont des renoms. Tu penses que ça peut des fois freiner? Oui, c'est possible, mais enfin, moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. J'ai vécu à l'académie et j'ai vécu un truc justement concernant la toile que j'expliquais là tantôt, qui a été présentée à plusieurs concours, donc un master. Et à l'époque, il y avait le concours RTBF, Canvas Édition, et je voulais présenter cette toile au concours. Donc je suis arrivé chez mon prof, je lui ai montré une photo, je dis voilà, je veux présenter ça. Bon, il faut savoir déjà que dans les académies, que ce soit n'importe où, en général, on n'encourage pas trop les artistes à progresser, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, du moins ici en Belgique. Et quand j'ai présenté cette toile, il m'a dit non, c'est pas bon, c'est trop plat, c'est ci, c'est ça. Je dis, bon, ok, ça va. J'ai pas tenu compte de son avis. J'ai présenté ma toile au concours. Je ne sais plus combien de candidats il y avait, c'était dans toute la Belgique. J'ai quand même été sélectionné avec la toile qui était plate, qui ne valait rien. Donc je me suis empressé d'arriver chez ma prof en lui disant, ben voilà, écoute, désolé, mais elle a été sélectionnée, quoi. Donc, moi, je ne tiens pas compte du fait que telle personne, oui, je fréquente aussi ce qu'on appelle des grosses pointures. Mais ces gens, ils se prennent pas la tête. Il y en a, hein, mais c'est très très rare, très très rare. Tu penses que c'est dangereux, entre guillemets, quand on commence à penser l'art comme quelque chose un peu d'objectif et pas justement de subjectif, quand on commence à mettre des codes, à mettre des normes? On commence à mettre des codes et des normes à partir du moment où ça devient mercantile. À partir du moment où on travaille pour vendre. Moi, c'est mon opinion. J'accroche quelque part. C'est pas. Oui, je serais content. Je suis content si je vends. Mais si je vends pas, je m'en fous. Je sais que j'ai été d'un sélectionné pour pouvoir exposer dans telle ou telle exposition. De deux, ben voilà, les gens qui se sont promenés, ils ont vu mon travail. J'ai expliqué mon travail parce que c'est un plaisir aussi de pouvoir avoir des contacts avec le public. Il y a très peu d'expositions où justement ça arrive. En galerie, c'est plus faisable dans le sens où bon, on a plus le temps de parler avec les gens. Ils viennent parce qu'ils sont interpellés par tel ou tel travail. Quand ce sont des gros salons, des expositions collectives, bon, ben, là, il y a le public qui est là. Ils viennent par curiosité, pour passer le temps. Parce qu'il faut quand même savoir aussi que depuis, enfin, je dis, moi, depuis les années 80, j'ai fréquenté beaucoup d'expositions pour voir, pour exposer. Et actuellement, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y en a trop. Donc, je vois ça tous les week-ends. Si j'ai encore regardé ce matin, aujourd'hui, normalement, j'ai 11 événements
où je dois aller pour voir tel ami. C'est pas possible. Et le problème, c'est que j'ai peur que, au fil du temps, le public se lasse d'avoir des expositions. Parce que il y a certains courants qui, c'est inévitable, hein, il y a certains courants de formes d'art qui sont exposés régulièrement dans les salons, dans les expos, etc. Pour finir, voilà, on va se promener à Anvers. Ah oui, j'ai vu celui-là à Liège la semaine passée. On va se promener à Virton. Oui, je l'ai vu à Ostende il y a 15 jours. Voilà. Et il y a de plus en plus d'ateliers qui se créent, de plus en plus d'artistes qui montent leurs propres expos. Tant mieux pour eux, hein, c'est pas ça. Mais voilà, il y a trop. Pour moi, c'est un peu saturé et voilà, il faut faire une sélection des endroits où on expose et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution pour le moment, quoi.